Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h15 sur Europe 1. Éric Delbecq, expert en sécurité intérieure, ancien directeur sûreté de la rédaction de Charlie Hebdo après les attentats de 2015 et auteur de cet ouvrage, je l'ai dans ce studio, Les Irresponsables, aux éditions Plomb, qui vient donc de sortir. Je le montre, je le montre à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous ce soir. Votre témoignage, évidemment, est extrêmement important, non seulement sur ce que vous avez vécu après les attentats de Charlie Hebdo, mais votre regard aujourd'hui sur l'esprit de Charlie. Qu'est-il devenu, cet esprit de Charlie en 2025, est aussi très très important à entendre. D'abord, si vous le permettez, Éric Delbecq, on va écouter le témoignage d'un journaliste qui travaille aujourd'hui chez Charlie Hebdo. Nous ne donnerons pas son nom. Écoutez ce qu'il dit. Quand j'ai commencé à bosser chez Charlie, je le disais avec fierté à chaque personne que je rencontrais, et puis s'en suivait une discussion, un débat d'une bonne demi-heure où il fallait expliquer que non, Charlie c'est pas raciste, non, Charlie c'est pas ça. Est-ce que t'as déjà ouvert Charlie ? Bah non, t'as jamais ouvert Charlie. Donc il y a toujours ce truc-là qu'il faut désamorcer pendant une bonne demi-heure avec à peu près n'importe qui, surtout chez les jeunes qui sont pas au courant de ce qu'on fait et qui répètent assez bêtement certaines attaques d'une certaine gauche qui nous vise. Et pour être honnête, il y a quelques fois où quand je suis dans le privé, je le dis pas forcément tout de suite parce que j'ai pas envie de me taper cette dissertation autour de Charlie, parce que c'est toujours les mêmes questions, parce qu'elles sont toujours un peu bêtes, même si, voilà, il faut faire l'effort d'expliquer. Il y a des moments où c'est un peu lassant. Éric Delbecq, oui. Est-ce que vous êtes surpris ? Non, pas vraiment. Ça me paraît relativement, hélas, cohérent. Pour quelle raison, Éric Delbecq ? Racontez-nous. Je rappelle, vous êtes l'ancien directeur sûreté de la rédaction de Charlie Hebdo, juste après les attentats. Évidemment, être journaliste chez Charlie Hebdo aujourd'hui, c'est pas être journaliste dans n'importe quelle rédaction. Ben non, parce que à la fois les consignes de sécurité, la vigilance, et puis le climat idéologique qui pèse sur Charlie font que ça crée une différence qui est sensible. Alors la première, effectivement, c'est que lorsqu'on est journaliste, il y a des contraintes de sécurité qui sont un petit peu antithétiques avec le métier. Je prends souvent un exemple simple. Un journaliste, normalement, peut faire des entretiens ou rencontrer des personnes dans un café. C'est une pratique assez courante. Un journaliste de Charlie Hebdo ne peut pas aller rencontrer quelqu'un qui va interviewer et qui va discuter dans un café. Encore aujourd'hui, Éric Delbecq ? Tout à fait. Et pour très longtemps. Il ne peut pas se déplacer en reportage n'importe où. Il ne peut pas aller dans n'importe quel pays. Il ne peut pas aller dans n'importe quel lieu du territoire français. Ou alors ça nécessite une escorte et des conditions de sécurité particulières. Donc en fait, les journalistes de Charlie, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, sont des personnalités protégées. Ce qui veut dire un tas de mesures qui vont avec le statut de personnalité protégée. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas indiquer l'endroit dans lequel on travaille, que moi j'avais pris l'habitude d'appeler le bunker, qui est une citadelle, à la fois par des moyens de technologie de sûreté, et puis par les policiers ou les personnels, les agents de privé de sécurité, dont on sait depuis l'époque qu'ils sont armés, qui veillent à la sécurité du journal. Donc c'est une ambiance de Fort Knox, c'est pas une ambiance de rédaction habituelle. Vous êtes l'ancien directeur sûreté de la rédaction de Charlie Hebdo après les attentats. Est-ce que vous pouvez nous dire, témoigner de ce que vous avez vécu, vous, à cette époque, et du dispositif que vous aviez mis en place pour protéger cette rédaction ? Alors, j'allais dire que c'est au bout d'ailleurs de 10 ans, c'est pour ça que j'ai mis 10 ans avant d'écrire ce livre, qu'on peut un peu clarifier tout ce qu'on éprouve, parce que pendant ce temps-là, on est tellement dedans qu'on n'a pas trop le temps de se pencher là-dessus. Ce que d'abord j'ai vécu, c'est ce que j'ai observé, ce que j'ai ressenti des survivants. C'est pas rien d'être... pas en permanence, mais souvent avec Rhys ou Coco, avec tout ce qu'ils peuvent exprimer encore aujourd'hui de ce qu'ils ont vécu. Coco a beaucoup parlé ces derniers jours et ces dernières semaines, et quand on voit encore quelle est son émotion, que moi j'ai vu régulièrement et avec laquelle j'ai essayé aussi de composer des mesures sûreté qui puissent être acceptables par les survivants pour qu'ils ne soient pas en permanence retraumatisés, ou la charge qui est sur les épaules de Rhys. Ça se voit physiquement. Quand que ce soit à l'intérieur du bunker ou à l'extérieur, dans toutes les prestations qu'il peut faire encore, on voit le
le poids de la responsabilité des morts que porte cet homme. Et on voit, ce qui est assez étonnant et en même temps magnifique, comme quoi il y a une partie de notre héritage républicain, de ce en quoi nous sommes censés tous croire, qui est portée par cet homme-là, comme d'autres, ou des femmes. Mais c'est très intéressant de voir à quel point ce sont des personnes qui au départ n'auraient jamais pensé qu'elles allaient porter ce poids, qui le portent. Alors vu que j'ai un esprit un peu taquin, je trouve ça assez amusant aujourd'hui que la responsabilité repose sur des anards structurels comme ceux de Charlie, alors que bien évidemment souvent on se demande où est la responsabilité chez les politiques. Donc il y a des effets de contraste incroyables. Et puis après il y a des effets de totale, je vais pas dire originalité, mais incongruité. Quand il y avait une dédicace dans une librairie avec quelques membres de Charlie, il y en a une qui m'a particulièrement marqué, que je raconte dans le livre, où étaient présents à la fois Rhys, à la fois Coco, Fouls et quelques autres. Eh bien, ça a été un dispositif incroyable, où un certain nombre de voitures blindées sont arrivées, où des agents du SDLP sont mis en place avec des armes longues, tandis qu'il y avait un contrôle d'agents de sécurité privés pour filtrer les gens. Et donc cette dédicace s'est faite au fond de la librairie avec 2 rangées de défenseurs. On parle d'une dédicace, vous vous rendez compte? Effectivement, les auditeurs d'Europe 1 doivent être surpris. Il y avait du monde, du coup, pour cette dédicace. Beaucoup de monde. Il y avait du monde. Et vous parlez de quelle période? Là, on est juste après les attentats de Charlie. On est fin 2015, début 2016. Oui, il y avait du monde. Alors au départ, et c'est ça qui apporte un peu de chaleur et d'espoir. Au départ, les gens étaient un petit peu impressionnés. C'est normal, hein, quand vous êtes accueilli dans une librairie par un contrôle d'accès d'agents privés qui était l'équipe de Charlie, et puis que vous avez 2 rangées de types assez impressionnants de policiers du SDLP avec leurs sacs, leurs armes, etc. pour arriver jusqu'à Rhys, à Coco, Fouls, toute la bande. Effectivement, vous êtes un petit peu stressé. Puis au fur et à mesure, étant donné que Coco et Rhys n'arrêtaient pas de se vanner, que Rhys y participait, un climat s'est installé, puis la lumière, l'enthousiasme et les rires sont revenus à la fois chez les gens et les membres de l'équipe. Et donc c'est dans ces moments-là qu'on dit qu'on a raison de le faire, et que même dans les conditions les plus atroces, finalement, il y a quelque chose de cet esprit si français, de cet esprit si Charlie, de cette liberté qui ne doit pas mourir, qui persiste. Donc l'espoir est là, mais on a vécu plein de choses aussi incongrues, aussi insolites que ça Laquelle? pendant des mois et des mois. Quelle est la chose la plus insolite qui vous soit arrivée à cette époque-là, Éric Delbecq? Oh, alors, je sais pas si c'est le plus insolite, mais en tout cas, c'est le plus drôle. C'est l'une des premières soirées que Charlie a voulu réorganiser pour faire venir les proches, tous ceux qui travaillent avec eux dans des conditions difficiles, les amis, etc. On met un dispositif de sécurité assez lourd en place, bien évidemment, avec le concours éminent de la préfecture de police, et puis parce que les gens de Charlie en avaient envie. On dit tiens, on aimerait bien un petit peu de musique cubaine. Oui. Bon, très bien, jusque-là, on demande à des spécialistes de musique cubaine qu'on briefe, etc. Et au fur et à mesure, on voit se pointer au contrôle d'accès de la soirée, alors, bien évidemment très réglementé, un certain nombre de jeunes qui nous disent je suis invité par machin ou truc, etc. Je dis c'est pas normal, là on a un flux de 10-15 personnes de gens qui sont absolument pas prévus. Et donc des membres de l'orchestre de musique cubaine, voyant qu'il y avait des gens de Charlie, faisaient des petits messages pour faire se pointer leurs potes, pour pouvoir boire un verre avec l'équipe de Charlie. Qui était devenue des stars pour eux, c'est ça? Exactement. Alors au bout d'un moment, j'ai compris d'où ça venait. Et donc le type qui dirigeait les musiciens cubains, avec cet accent inimitable qu'on aime et que je vais voir en disant on a quand même un petit sujet, il me dit je vous jure que c'est pas possible. J'ai dit je vous jure que c'est possible totalement. Et donc notre ami, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit il va mettre un terme à ça, et il est sorti avec sa troupe de musiciens cubains, et il a commencé à gueuler à l'extérieur pour expliquer qu'il fallait pas faire ça alors que Charlie Hebdo était présent. J'ai dit je crois qu'on s'est pas compris, on va re-rentrer et on va s'occuper de ça autrement. Mais voilà, ça ressemble tellement finalement à ce qu'est sans doute l'esprit Charlie. Et on l'a pas fait exprès, hein, ça arrive. Mais ça, oui, ça fait partie des petites choses totalement insolites. Et vous dites c'est surréaliste de vivre des trucs comme ça. Et l'esprit Charlie aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'il est toujours là? Pourquoi? Je vous pose cette question. Je me souviens très bien de cette période de 2015, l'engouement évidemment. Et c'était tellement normal, vous parliez de ces esprits français. Nous étions dans les rues, nous soutenions Charlie, nous étions Charlie.
Est-ce qu'aujourd'hui il en reste quelque chose, selon vous? Pour répondre à cette question, il faut déjà définir l'objet. Je vais pas dire que ça revient à dire ce que disaient des proches en disant on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, mais il y a quand même un petit peu de ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit Charlie? En fait, l'esprit Charlie, c'est simple. Ça veut pas dire qu'on aime la tonalité ou la caricature ou les satires de Charlie Hebdo et qu'on est fan de ça. Ça veut dire qu'on pense que rien ne justifie la mort de journalistes et de dessinateurs, aucun dessin, aucune idée, qu'on peut, oui, se moquer de la religion. Je vais faire une parenthèse, justement, ce soir, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, s'est dite favorable, justement, à montrer des caricatures de Mahomet aux élèves. Voilà, je referme la parenthèse, puisque c'est ce qu'elle a dit ce soir chez nos confrères de BFM TV. Ouais, parfois, on aurait aimé certains soutiens plus tôt. Donc, avoir cet esprit Charlie, c'est ça, c'est estimer qu'on peut à peu près se moquer de tout. Après, effectivement, il y a des gens que ça pourra plus ou moins faire grincer des dents, mais c'est le jeu libéral et démocratique. Donc les gens aujourd'hui qui disent je ne suis pas Charlie ou nous ne sommes plus Charlie, ça veut dire que en creux, ils estiment que l'on peut violenter des gens qui n'ont pas le même avis ou qui se moquent ou qui font des dessins. Alors, dans la plus grande partie de la population, je suis pas sûr que l'esprit Charlie soit véritablement en danger. Les sondages, les études d'opinion encore récemment, je lisais des choses là-dessus ce matin, nous montrent que globalement l'esprit Charlie se porte assez bien. Le rapport à la laïcité, avec un petit moderato dans la jeunesse qui est peut-être un peu plus touché par l'idée. Et je lisais ça avec intérêt qu'on peut pas insulter les gens. Alors, c'est l'occasion de faire une petite mise au point. La satire ou le dessin humoristique n'est pas une manière d'insulter les gens. C'est une manière de parler ou, en se moquant, d'essayer de mettre en avant des idées. Donc ça veut dire que éducativement, on a quand même raté quelque chose en disant que c'est insulter les gens. Après, est-ce que cet esprit Charlie, il est réparti de manière vous dites qu'il faut une génération Charlie dans votre livre. C'est-à-dire que ça suffit pas de dire je suis Charlie, il faut une génération Charlie. Oui. Je réponds à cette question tout de suite, mais en tout cas, l'esprit Charlie, oui, il est moins répandu chez une partie de nos soi-disant élites. Et on voit bien pourquoi, pour des raisons électoralistes ou idéologiques. Voilà, de responsabilités très fortes. Ah bah bien sûr, je crois qu'aujourd'hui, alors je sais que je vais encore me faire de nouveaux amis, mais c'est une spécialité chez moi. LFI a quand même un gros examen de conscience à faire. Oui, il faut une génération Charlie, puis il y a un petit groupe de jeunes qui s'appelle comme ça d'ailleurs, Génération Charlie, parce que finalement, l'idée c'est, alors cet esprit Charlie, il faut le conserver, mais la génération Charlie, c'est en fait de penser que cet esprit et la manière de concevoir le monde que ça génère peut structurer une vie, une personnalité, une manière de voir le monde et une honnêteté et surtout le sens des nuances, parce que notre grand problème aujourd'hui, c'est les radicalités idéologiques et les violences qu'elles portent automatiquement. Je crois que le sens de la nuance, c'est révolutionnaire aujourd'hui. Le monde est complexe. Il n'y a pas beaucoup de sens de la nuance aujourd'hui. Vous trouvez pas, Éric Delbecq? Elle est exterminée en permanence. On a une société qui est clivée. Je voulais vous poser une question justement, parce que c'est aussi votre domaine. Vous êtes expert en sécurité intérieure. L'état de la menace terroriste en France, elle en est où? Il est toujours très élevé. Alors il y a des moments où on s'assoupit. On pense que parce qu'on n'a pas eu pendant un certain nombre de mois d'attentats, eh bien le risque a diminué. C'est faux. Les services continuent à travailler comme ils travaillaient avant. Bien évidemment, il y a eu des grands moments dont Charlie fait partie, ou le Bataclan, ou Nice, mais la menace, elle nécessite toujours autant de travail de nos services, et il y a encore quelques temps, parce que tout ça évolue bien évidemment chaque mois, chaque 6 mois, chaque année. Est-ce qu'on est mieux armés aujourd'hui du fait de ce qu'on a vécu? Ça dépend qui. C'est-à-dire que nos services de renseignement, ils sont maintenant affûtés. Au bout de 10 ans, ils sont affûtés. Alors de temps en temps, il y a des débats à la noix pour expliquer qu'il faudrait les réformer de fond en comble, mais en fait, ils sont plutôt beaucoup améliorés. En revanche, la société civile, ça n'a pas bougé. C'est pas quand vous regardez aujourd'hui comment sont protégées les organisations, les entreprises, les services publics, on ne prépare pas la population non seulement à réagir efficacement, mais du coup à réagir peut-être avec un petit peu moins de crainte, parce que quand on est préparé, on a quand même un peu moins peur. Je prends un exemple très précis. Aujourd'hui, faire des exercices de réaction à l'intrusion armée sur des sites, c'est un défi absolument insurmontable. Et généralement, c'est le haut des pyramides hiérarchiques qui sont toujours inquiètes. C'est jamais la base, c'est le haut. Donc c'est quand même intéressant parce que, bien évidemment, le politiquement correct régnant, dès qu'on fait ce type d'exercice, vous en avez toujours un pour lever le doigt en disant oui, mais ça veut dire qu'on va stigmatiser des gens ou qu'on va parler de l'islamisme, etc. Détendez-vous, n'ayez pas peur de votre ombre.
je vous rappelle qu'on se bat contre un phénomène qui n'est pas une religion, mais qui est un totalitarisme. Donc vous pouvez être décontracté. Vous ne serez ni islamophobe, ni en train d'insulter aucune personne. C'est le défi un peu de ces prochaines années pour nos gouvernements, pour nos politiques, nous apprendre à tous à savoir réagir. Alors, je pense qu'il y a quand même une petite tendance, qu'on voit bien que le monde est quand même devenu un petit peu préoccupant. Donc, je suis toujours un peu circonspect avec les grandes formules. Hein. Donc, quand on parle de réarmement moral, oui, mais comment, pourquoi, dans quelles conditions? Mais est-ce qu'on doit retrouver une forme de combativité, que ce soit avec ce qui se passe à l'international ou ce qui se passe à l'intérieur? Bien évidemment. Merci beaucoup en tout cas, Éric. Tiens, si, je voulais peut-être vous poser une question d'actualité. Vous avez vu effectivement ces influenceurs algériens qui sont arrêtés les uns après les autres, puisque Bruno Retailleau a dit qu'il ne lâcherait rien et ils se font interpeller les uns après les autres. Vous en pensez quoi, vous ? Ben moi, j'en pense que l'apologie du terrorisme, c'est un des grands dangers d'aujourd'hui. Et j'ai écrit un petit papier dans les colonnes du Figaro pour expliquer qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une calache pour être un djihadiste. Illustration concrète. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup Éric Delbecq d'être venu sur le plateau d'Europe 1 Soir Week-end, les irresponsables 10 ans après Charlie Hebdo. Voilà, on vous le conseille. C'est un témoignage qui est fort. Hein. Vous étiez directeur de la sûreté de la rédaction de Charlie Hebdo après les attentats. Merci d'être venu sur le plateau.